Les empreintes pour la prothèse adjointe partielle ou l'enregistrement de la dépressibilité tissulaire. Le problème de la prothèse adjointe partielle, c'est que nos prothèses s'appuient à la fois sur les dents et sur la muqueuse avec des dépressibilités différentes. Nous devons cette photo à Fabien Tailleb et Pierre Carpentier. La photo d'une personne avec une prothèse complète qui nous permet de voir sur cette coupe la façon dont les organes paraprothétiques se placent sur les surfaces stabilisatrices afin effectivement de stabiliser la prothèse. On peut remarquer la façon aussi dont le vestibule est distendu par la prothèse. Au passage, nous pouvons remarquer aussi le rapport du plan d'occlusion avec d'un côté le modiolus et de l'autre côté la ligne de grand contour de la langue. À chaque fois que nous épaississons les bords de la prothèse, à chaque fois, nous diminuons la hauteur du vestibule. Ce qui veut bien dire qu'il y a un certain arbitraire lorsque l'on fait un enregistrement anatomo-fonctionnel à la patte de Kerr. Dans les zones prémolaires et molaires, les fibres sont relativement horizontales. Nous pouvons avoir des bords épais, devons avoir des bords épais, afin que pendant le jeu musculaire, il y ait toujours une étanchéité, par exemple, en prothèse complète. Par contre, en prothèse adjointe partielle, nous devons enregistrer le maximum de jeu musculaire afin de se trouver en deçà de ce jeu musculaire et d'être sûr que ce jeu musculaire ne déstabilise pas nos prothèses adjointes partielles. Dans la zone antérieure, les fibres sont plutôt verticales, c'est-à-dire que les lèvres viennent s'appuyer sur les prothèses et de ce fait-là assurent l'étanchéité du joint périphérique en prothèse complète. En prothèse partielle, ces fibres, en venant s'appuyer sur la prothèse, stabilisent la prothèse. C'est pour ça que les bords doivent être fins et ne doivent pas aller plus loin que le jeu musculaire maximum. C'est-à-dire que si, en prothèse complète, nous parlons de joint périphérique, parce que nous recherchons une étanchéité avec un jeu musculaire moyen ou spécifique, en prothèse adjointe partielle, nous recherchons non pas un joint, mais une limite anatomo-fonctionnelle, c'est-à-dire que nous voulons qu'en aucun cas le jeu musculaire même maximum vienne déstabiliser nos prothèses. Sur le schéma de gauche, nous voyons en représenter la muqueuse attachée en rouge, le vestibule en orange composé de la muqueuse semi-libre, le point de réflexion muqueuse et la muqueuse libre. Sur le schéma de droite, nous remarquons que ce vestibule, qui est là noté en vert, s'il a été distendu par un porte-empreinte individuel, par de la patte de Kerr ou par une prothèse, le point de réflexion muqueuse se déplace, c'est-à-dire que la hauteur du vestibule diminue et que sa largeur ou son épaisseur augmente. Ce qui veut bien dire que lorsque nous faisons une empreinte de la limite anatomo-fonctionnelle avec un porte-empreinte individuel et avec de la patte de Kerr, il y a une part d'arbitraire qui fait que nous pouvons choisir d'avoir un bord plutôt épais ou un bord plutôt fin. En général, nous rechercherons des bords plutôt épais dans les zones postérieures parce que les fibres sont plutôt horizontales et un vestibule plutôt avec des bords plutôt fins dans la zone antérieure, puisque les fibres sont verticales et viennent se plaquer contre les surfaces stabilisatrices de la prothèse. Pour bien comprendre l'objectif des empreintes en prothèse adjointe partielle, il faut bien comprendre l'aspect biomécanique des dents supports d'attachement ou de crochet. Savoir qu'il peut y avoir un angle de rotation, c'est-à-dire un léger effet scoliodontique sur ces dents, et que ceci va dépendre de la longueur de la selle et va dépendre de la surface de la selle.
Nous voyons sur cette prothèse qui a été mal réalisée que l'appui muqueux ayant une surface insuffisante, eh bien, il y a une surcharge au niveau de cette muqueuse, et de ce fait-là, nous avons un processus inflammatoire qui s'est installé. À partir du moment où nous avons une inflammation de la muqueuse d'appui, il faut savoir que nous avons en général une résorption de ces crêtes qui conduisent à avoir par exemple des crêtes dites flottantes, c'est-à-dire qui ne sont pas soutenues par de l'os. Sur ce schéma, nous voyons des cylindres jaunes représentant les dents naturelles, un cylindre jaune-vert représentant un élément prothétique, une couronne, relié à une prothèse jaune partielle par la flèche rouge qui représente une attache rigide. Les ronds jaunes représentent des dents du commerce, d'une prothèse à jaune partielle, qui repose sur une muqueuse et sur un os. Lors de l'occlusion, par exemple, pendant que le patient déglutit, nous avons ici une bonne répartition des charges occlusales, qui fait que, en fait, il n'y aura pas véritablement d'effet scoliodontique sur cette dent qui a une attache rigide, et on peut penser que la mini-rotation de la dent support, en fait, entraîne au pire un manque de contact occlusaux de la PAP, et de ce fait-là, il n'y aura absolument pas d'effet scoliodontique sur la dent. Dans ce cas de figure, par contre, nous voyons qu'il y a soit un bâle alimentaire, ou pire, un contact prématuré, qui fait qu'à chaque fois, à chaque déglutition, ce contact prématuré va faire qu'il va y avoir un enfoncement de la prothèse, du fait de la dépressibilité de la muqueuse, et toujours du fait de la dépressibilité de la muqueuse qui est plus importante que celle du desmodonte de la dent, support d'attachement ou de crochet, nous allons donc avoir une extrémité de cette prothèse jaune partielle qui va s'enfoncer plus rapidement que la dent elle-même dans son desmodonte. De ce fait-là, il va y avoir une rotation de la dent d'un angle à peu près alpha, tel que l'extrémité de la prothèse jaune partielle vienne en buter. D'où l'intérêt d'une part de spatuler cette extrémité et qu'elle remonte largement sur le trigone, et aussi de pouvoir avoir une selle la plus longue possible afin de limiter cet angle alpha. Effectivement, si nous avons une selle 2 fois plus courte, eh bien à ce moment-là, la nouvelle extrémité pourra à nouveau venir en butée, et encore d'un angle alpha, c'est-à-dire qu'au total, nous aurons un effet scoliodontique égal à 2 alpha. C'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on prend une empreinte, d'avoir le maximum de surface de la selle, de telle manière à avoir un moindre enfoncement, mais surtout d'avoir une longueur de selle la plus importante possible, particulièrement la mandibule, en remontant sur le trigone. Nous observons sur la photo de gauche une plaque qui a été réalisée dans les années 1975. Effectivement, nous avons un appui de la plaque pleine qui se fait essentiellement sur le palais, alors que sur la photo de droite, qui est une prothèse qui est beaucoup plus actuelle, nous avons une plaque palatine qui s'étend largement au niveau des crêtes sur toute la muqueuse dite attachée. L'intérêt d'avoir une plaque palatine de plus grande étendue permet d'avoir une sustentation, une meilleure gestion de la charge à l'unité de surface sur cette muqueuse. Et ensuite, j'aimerais faire la remarque suivante. C'est que lorsqu'on recherche une limite anatomo-fonctionnelle, savoir que au palais, rechercher cette limite anatomo-fonctionnelle à tout prix ne fait gagner en fait pour 2 mm de vestibule que 5 à 10% de surface. Ce qui veut dire que je ne pense pas que les empreintes anatomo-fonctionnelles soient absolument nécessaires
au maxillaire. Par contre, étant donné la faible surface que l'on a à la mandibule, le rendement, l'amélioration de surface permettant d'avoir le moindre enfoncement est beaucoup plus important. Sur ces photos, nous pouvons remarquer deux choses. La première, c'est que l'augmentation de surface est notable pour 2 mm gagnés sur le vestibule. Elle est d'au moins 25%, ce qui est relativement important du fait du faible appui muqueux que nous avons à la mandibule. Mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est le profil de la crête. Effectivement, nous pouvons regarder en bas et à droite que pour ces deux selles, sur un même patient, nous avons deux profils de crête qui sont différents. Sur le secteur 4, nous avons une crête qui est bien moins haut, qui est beaucoup plus large, mais dont la projection sur le plan d'occlusion permet donc une meilleure sustentation et certainement un moins d'enfoncement que sur une crête, par exemple, comme sur le secteur 3, où la projection sur le plan d'occlusion est beaucoup plus faible. Donc, d'une part, oui, la surface, il faut gagner au maximum de surface. De toute façon, il faut rechercher le maximum de surface. Mais il faut bien comprendre aussi que le profil de la crête fera qu'on aura peut-être une surcharge beaucoup plus importante avec certaines crêtes parce qu'elles sont simplement beaucoup plus étroites que d'autres. Les crêtes hautes et étroites, en fait, ont une valeur de stabilisation horizontale, mais du point de vue de la sustentation, c'est-à-dire de l'enfoncement de la prothèse, ces crêtes n'ont pas forcément une très grande valeur. La nature du quadrilatère d'équilibre indique une technique d'empreinte. Par exemple, ici, à la mandibule, nous avons un quadrilatère d'équilibre qui est denté, ce qui veut dire que la sustentation de la prothèse à jointe partielle sera essentiellement dentée. Il nous faut évidemment un appui muqueux pour aider en particulier sur le secteur 3 la racine résiduelle sur laquelle a été réalisée une coiffe parabolique. Néanmoins, la technique d'empreinte nécessitera, à mon sens, une empreinte alginate pour obtenir le châssis tel que ça a été fait ici, mais ensuite, la selle porte-empreinte et l'enregistrement de la limite anatomo-fonctionnelle sera simplement indiqué essentiellement pour échapper au jeu musculaire. Nous n'aurons pas forcément besoin de la recherche d'une très très grande surface, d'une beaucoup plus grande surface d'appui pour cette selle. Ce cas clinique est celui d'un quadrilatère d'équilibre qui est dit mixte. Ça veut dire que nous avons un appui denté, mais aussi un appui muqueux avec un axe de rotation d'instabilité qui passe ici par la 34 et la 46. D'où l'importance, dans des cas comme ça, d'avoir une très très bonne technique d'empreinte. Il va être très important d'avoir une empreinte telle que notre selle soit la plus longue possible au niveau du trigone, mais aussi qu'on puisse bénéficier de toute la largeur de cette crête. Et il va être important donc de rechercher la limite anatomo-fonctionnelle la plus éloignée, la plus grande possible, telle que nous ayons une surface la plus grande possible avec un jeu musculaire qui ne déstabiliserait pas nos prothèses. La qualité de l'empreinte permettra d'avoir une très bonne stabilité de ces prothèses. Je pense aussi que dans un cas comme cela, il sera absolument nécessaire de vérifier soit au stade de l'empreinte, soit au stade de la pose, que les prothèses soient parfaitement stables, que la prothèse soit parfaitement stable. En particulier, de faire mordre par exemple sur un coton salivaire au niveau de la selle et de vérifier que le châssis ne bouge pas au niveau de ses appuis dentés. C'est particulièrement dans ce cas que nous préconisons de prendre une empreinte avec un matériau rigide type pâte de Kerr sous la selle porte-empreinte,
afin de vérifier dès le stade de l'empreinte que nous pouvons avoir une stabilité prothétique. Dans ce cas particulier des prothèses subtotales, les deux dents antérieures, les deux incisives antérieures ne vont pas vraiment pouvoir aider à la rétention de notre prothèse. Nous nous trouvons là dans un cas qui est très proche de la prothèse complète. Il va être très important d'avoir une très très bonne technique d'empreinte, en particulier des surfaces stabilisatrices, afin que tous les organes paraprothétiques viennent maintenir la prothèse en place. Les deux incisives centrales, ici présentes, avec deux glissières, ici des attachements glissières, ces deux incisives centrales vont simplement permettre de bien maintenir en stabilité et en position la plaque et que le film salivaire puisse s'organiser sous cette plaque afin d'avoir le maximum d'adhérence. Nous nous trouvons ici donc avec un quadrilatère d'équilibre qui est essentiellement muqueux et nous nous trouvons dans l'obligation de réaliser un porte-empreinte individuel. Nous présenterons en dernier une arborescence des différentes possibilités d'empreinte en prothèse adjointe partielle. Pour l'instant, je vous propose les séquences qui me dirigent en général lorsque je veux choisir des techniques d'empreinte en prothèse adjointe partielle. Au maxillaire, systématiquement une empreinte analginate, sauf si l'édentement nécessite une prothèse quasiment subtotale, auquel cas un porte-empreinte individuel sera réalisé et une empreinte anatomo-fonctionnelle sera faite. Mais pour tout l'ensemble des autres cas, la surface d'appui est telle et le gain de 1 ou 2 mm étant tellement faible, nous contenterons de cette empreinte alginate faite de bonne qualité avec un alginate battu mécaniquement sous vide. À la mandibule, une empreinte alginate est systématiquement prise afin de réaliser le châssis. Si l'édentement est faible, de l'ordre de 2 molaires, à ce moment-là, cette seule empreinte alginate suffira. Par contre, s'il est plus de 2 molaires, et en particulier que c'est un édentement qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas encastré, une empreinte avec une seule porte-empreinte espacée et un matériau type pâte de Kerr, enfin pâte de Kerr verte, sera systématiquement réalisée afin de pouvoir obtenir la plus grande longueur, la plus grande surface et de vérifier immédiatement du fait de la rigidité de ce matériau si j'ai une stabilité de mon empreinte lorsque je fais mordre un patient sur la selle qui vient d'être enregistrée avec la pâte de Kerr. Une fois la pâte de Kerr et l'empreinte à la pâte de Kerr étant réalisées correctement, le maître modèle sera obtenu à partir d'un modèle corrigé. C'est-à-dire que on découpera les secteurs d'édentement correspondant à l'empreinte, on replacera le châssis sur le modèle primaire et on réalisera un modèle corrigé, c'est-à-dire qu'on coulera du plâtre à l'emplacement des selles porte-empreinte. Une remarque importante, c'est que l'empreinte, comme je l'ai déjà dit, doit être stable en bouche pour être validée. Ceci n'est possible qu'avec de la pâte de Kerr parce que c'est un matériau rigide comme de la résine. Par contre, on serait peut-être tenté de le faire avec une pâte oxyde de zinc, mais son domaine plastique est tel que cela n'est pas réalisable. L'empreinte pourrait se déformer. Il est évident qu'avec les matériaux élastiques, cela n'est pas du tout possible. La pâte de Kerr étant aussi rigide que la résine, nous avons à ce moment-là une maquette d'occlusion idéale qui nous permettra d'enregistrer l'occlusion. Une empreinte primaire est prise à l'alginate. L'alginate doit avoir une épaisseur
comprise entre 2 et 4 mm pour bien se conduire, pour être vraiment fonctionnel. Dans la mesure où, comme ici, on voit par exemple le matériau qui est sous-jacent apparaître, cela n'est pas très grave que dans la mesure où on sait qu'on va prendre une empreinte secondaire et que cette zone va être à nouveau, va faire l'objet d'une empreinte. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que l'alginate doit être soutenu. Là encore, on voit, et la flèche verte nous l'indique, qu'il y a une partie des volets lingots qui ne sont pas soutenus. Mais nous savons que notre porte-empreinte sera en deçà de ces limites et que nous allons retrouver ces zones-là, nous allons retrouver ces espaces, ces volets lingots, en les réalisant en pâte de Kerr. Il faut donc être vigilant à ce que tout le matériau qui va servir à l'empreinte primaire, c'est-à-dire à la réalisation du châssis, soit correctement prise avec une bonne épaisseur de 2 à 4 mm. Les empreintes alginates doivent être coulées à peu près dans le quart d'heure au cabinet. Un boxage est réalisé permettant d'avoir une bonne limite du vestibule et si l'on veut faire un porte-empreinte individuel, d'avoir effectivement le fond du vestibule pour bien organiser la limite de ce porte-empreinte individuel. Dans la mesure où, comme nous ne faisons pas de porte-empreinte individuel, il est d'autant plus important d'avoir un fond du vestibule qui soit fidèle sur notre modèle, notre maître modèle, afin que nous puissions rester à distance de toutes les insertions musculaires dans le vestibule de la zone édentée. Ici, un modèle issu d'une empreinte primaire à l'alginate qui a permis de réaliser le châssis métallique au laboratoire. Nous voulons maintenant prendre l'empreinte anatomo-fonctionnelle des secteurs 3 et des secteurs 4. Nous allons donc réaliser 2 selles porte-empreinte et ces selles porte-empreinte, exceptionnellement, du fait que j'utilise de la pâte de Kerr, ces selles porte-empreinte vont être espacées. Dans tous les autres cas, pour tous les autres matériaux, que ce soit la pâte oxyde de zinc ou des élastomères, qui sont beaucoup plus fluides que la pâte de Kerr, on utilise des selles porte-empreinte non espacées. Les selles porte-empreinte ont donc été réalisées. Dans le cas présent, empreinte à la pâte de Kerr, donc selle porte-empreinte espacée. On voit ici à l'intradro des selles porte-empreinte le métal des grilles qui, vous le savez, est espacé de la muqueuse et espacé donc des crêtes en plâtre. Et ces selles porte-empreinte ont servi à prendre une empreinte avec de la pâte de Kerr qui a été mise d'un bloc sous les selles et qui a permis à la fois de faire l'enregistrement anatomo-fonctionnel des limites et en même temps de prendre l'empreinte des muqueuses, de la partie statique des muqueuses. Le matériau est refroidi, il est remis en bouche, on vérifie la stabilité de ces selles porte-empreinte en s'en mord sur un coton salivaire. Si jamais il y a un manque de stabilité du châssis, eh bien on renouvelle l'opération, on recommence à prendre notre empreinte. De même, si les bords gênent un peu le patient, il y a toujours possibilité de réchauffer que les bords et d'améliorer notre empreinte anatomo-fonctionnelle. Et encore, en dernier, si le patient ressent une douleur ou ressent une gêne occasionnée par l'intrado de cette selle recouverte de pâte de Kerr, eh bien on va pouvoir réchauffer légèrement cette pâte de Kerr, remettre en bouche les empreintes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune gêne ni aucune douleur. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler cette pâte de Kerr comme on aurait travaillé une selle en résine. L'intérêt, c'est que nous avons la possibilité, au stade de l'empreinte, de modifier cette empreinte autant qu'on le veut, jusqu'à obtenir notre objectif d'une selle stable, qui a pour limite les limites anatomo-fonctionnelles et qui, sous la charge occlusale, ne fait pas mal au patient. La pâte de Kerr étant
évidemment parfaitement refroidi. Nous connaissons le test classique qui permet de vérifier la stabilité d'une prothèse. Effectivement, on peut faire mordre sur un coton salivaire au niveau des secteurs édentés, c'est-à-dire sur les selles de ces prothèses, et on vérifie que du côté contralatéral, il n'y ait pas de mouvement, il n'y ait pas d'élévation du châssis, ce qui montrerait donc une instabilité. Auquel cas, il faut absolument refaire un rebasage, une réfection de base, jusqu'à ce qu'on ait une très bonne stabilité. Eh bien, lorsqu'on prend une empreinte à la pâte de Kerr, cette pâte de Kerr est dure, elle est vraiment rigide, comme de la résine, et dès le stade de l'empreinte, on peut faire ce test et vérifier la stabilité obtenue lors de l'empreinte. C'est quelque chose qui est impossible avec d'autres matériaux tels que la pâte oxyde de zinc ou des élastomères. Un autre atout de ces empreintes prises à la pâte de Kerr verte, c'est que une fois l'empreinte vérifiée, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement stable, que le châssis est stable lorsque le patient mord au niveau de ses selles sur un coton, et bien que d'autre part la selle ne fait pas mal au patient, que les limites sont bien anatomo-fonctionnelles, et bien lorsqu'on a fait toutes ces vérifications, à ce moment-là, on a la maquette d'occlusion idéale. C'est-à-dire qu'on va remettre cette empreinte en bouche, on va éliminer tous les points de contact prématurés qui sont sur les selles, au niveau des selles, de telle manière à ce que le patient n'ait aucun contact avec les selles, et puis on va pouvoir enregistrer l'occlusion avec une pâte oxyde de zinc. C'est-à-dire que dans la même séance, on a essayé le châssis, on a réalisé les selles, on a pris l'empreinte à la pâte de Kerr et on enregistre l'occlusion. Ensuite, on va pouvoir corriger le modèle primaire à l'aide de ces selles porte-empreinte et monter les modèles sur articulateur pour réaliser le montage des dents. Nous voyons ici un autre cas clinique de réalisation d'une selle porte-empreinte avec une empreinte prise à la pâte de Kerr. Par contre, du côté du secteur encastré, nous n'avons pas jugé utile de faire de selle de porte-empreinte. Nous allons utiliser le modèle primaire tel qu'il était. Nous pouvons faire une remarque. Si il est possible lors de la pose des prothèses de vérifier avec un coton salivaire en faisant mordre sur une selle porte-empreinte, par exemple d'un secteur libre, en vérifiant la stabilité du châssis, dans le cas d'un secteur encastré, si on fait mordre sur un coton, il est évident qu'on ne va pas déstabiliser le châssis puisqu'on a deux appuis occlusaux de chaque côté de ce secteur édenté. Il nous faudra donc, pour bien vérifier la qualité de notre appui muqueux, il faudra vérifier cette qualité en mettant sous la selle en résine de la prothèse terminale un élastomère qu'on appelle une pressurpaste. C'est en fait un silicone très light qui devra être chassé entièrement lorsqu'on fait mordre sur un coton. Si jamais on ne chasse pas entièrement ce matériau, c'est qu'à ce moment-là, la selle porte-empreinte n'appuie pas sur la muqueuse, n'appuie que sur les dents au niveau des appuis occlusaux, et ça veut dire donc que l'appui muqueux étant inexistant, ce sont les dents qui vont être en surcharge. Il faudra à ce moment-là, là aussi, prévoir une réfection de base ou un rebasage. Cet autre cas clinique est celui d'une prothèse à jointe partielle subtotale. Le châssis issu d'une empreinte primaire est transformé en porte-empreinte individuelle et après avoir pris l'empreinte ici avec un élastomère type Thiokol, nous allons devoir découper le modèle primaire en ne gardant que la partie postérieure correspondant au crochet pour recouler l'ensemble de l'arcade avec un nouveau plâtre, ce qui fait que le modèle sera dit corrigé
et il sera réalisé composite, combiné. Ce sera combiné entre un modèle primaire et un modèle secondaire. Nous avons utilisé un matériau ici qui est élastique. En remarque, nous voyons en bas et à gauche l'image d'un autre cas clinique où il a été réalisé une empreinte avec un matériau élastique au niveau des dents et de la pâte oxyde de zinc au niveau des crêtes. Il est toujours possible de mêler, de mixer la pâte oxyde de zinc avec beaucoup d'autres matériaux. La réalisation d'un modèle corrigé se fait de manière suivante. Nous voyons en haut et à gauche une selle porte-empreinte. Elle a été réalisée sur un châssis qui lui-même a été réalisé sur l'empreinte primaire du patient qui généralement a été prise à l'alginate. Pour pouvoir replacer le châssis et la selle porte-empreinte, nous devons découper le modèle. Nous voyons le découpage du modèle en haut et à droite, tel que nous puissions remettre en place le châssis sur son modèle au niveau des dents, et que la selle porte-empreinte se trouve être dans le vide au niveau de la zone édentée. En bas et à gauche, nous voyons la réalisation du boxage en cire qui va permettre de couler un nouveau plâtre au niveau de ces selles porte-empreintes qui représentent une empreinte dite anatomo-fonctionnelle ou secondaire. Nous obtenons donc en bas et à droite un modèle corrigé qui se compose d'une part du modèle primaire sur lequel a été réalisé le châssis et d'autre part de l'empreinte anatomo-fonctionnelle réalisée à l'aide de la selle porte-empreinte, boxée et coulée. Dans ce cas particulier, nous voyons donc un cas clinique d'une prothèse subtotale où nous avons 15 et 16 qui sont des couronnes fraisées. Un petit châssis a été réalisé sur une empreinte primaire autour de 15 et 16. Un porte-empreinte individuel a été réalisé à partir de ce châssis. Nous avons enregistré la limite anatomo-fonctionnelle et fait un lavis avec un matériau fluide, ici un thiocol light. Nous allons devoir donc, là aussi, corriger le modèle, c'est-à-dire découper le modèle autour de ces deux dents pour conserver d'une part la forme de ces deux dents dans une empreinte primaire et pour tout le reste du modèle avoir un nouveau modèle, une nouvelle partie de modèle qui sera un modèle anatomo-fonctionnel dit secondaire. Le choix des matériaux peut être vraiment très différent suivant les techniques et les auteurs. Pour notre part, nous prendrons systématiquement des empreintes à l'alginate avec des porte-empreintes du commerce. D'autre part, avec les empreintes prises avec un porte-empreinte individuel, eh bien, on peut utiliser aussi l'alginate. À ce moment-là, il faudra que le porte-empreinte individuel soit largement espacé. On peut aussi prendre des empreintes avec des polymères ou aussi avec la pâte oxyde de zinc. Et il faut savoir que la pâte oxyde de zinc peut très bien se mélanger avec des polymères, voire même avec de l'alginate. Lorsqu'on prend des empreintes avec une selle porte-empreinte, qu'elle soit associée ou non à une surempreinte qui, elle, sera forcément à l'alginate, on utilise soit de la pâte oxyde de zinc, soit un polymère, soit de la pâte de Kerr au moins pour la limite anatomo-fonctionnelle, ou comme je le fais, entièrement à la pâte de type Kerr. Ce qu'il faut remarquer, c'est que on doit utiliser un matériau élastique au niveau des dents, puisqu'il y a des contre-dépouilles, et que les matériaux rigides ne peuvent être utilisés qu'au niveau des zones édentées. Et que ces matériaux élastiques et matériaux rigides peuvent faire partie d'une même empreinte.
En conclusion, pour notre part, la ligne directrice de notre attitude de thérapeute lorsque nous avons des empreintes à prendre en prothèse de zone partielle est la suivante. Au maxillaire, du fait qu'on a une grande surface d'appui, on prendra en général une empreinte à l'alginate. Par contre, aussitôt que l'appui sera essentiellement muqueux, dans le cadre par exemple d'une prothèse subtotale, une deuxième empreinte anatomo-fonctionnelle avec un porte-empreinte individuel sera de rigueur. À la mandibule, la surface d'appui est bien moindre qu'au maxillaire. Aussi, pour les secteurs édentés de petite étendue, oui, nous prendrons qu'une empreinte alginate. Mais dans tous les autres cas, en particulier pour les édentements libres, une deuxième empreinte anatomo-fonctionnelle sera prise. Elle pourra être prise soit avec un porte-empreinte individuel, soit avec une selle porte-empreinte, et cette selle en porte-empreinte pourra faire l'objet d'un modèle corrigé, ou alors on pourra prendre une surempreinte à l'alginate sur cette selle porte-empreinte. Voilà la ligne directrice en général que nous aurons en clinique.